Bienvenue à tous. Du coup, je suis Léo, le responsable du pôle alumni du BDE de mandat 2021 d'AgroParisTech. Et je peux vous présenter les différents membres du pôle alumni. Donc, nous avons trois membres, enfin, on est quatre du pôle alumni à être présents aujourd'hui et on a une membre en plus qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc, c'est Manon Dromini. Et nous avons aussi, bien sûr, Gaël Leray d'AgroParisTech Alumni. Donc, les membres du pôle alumni, nous avons Manon Dromini qui n'a pas pu être présente. Nous avons Leïla Saïf, qui est responsable du chat et qui va poser des questions aussi. Nous avons aussi Mathieu Guimont et Ritea Hack. Et donc, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui pour l'organisation et la présentation de notre deuxième soirée Allume ton réseau, avec la première qui s'était déroulée aussi en distanciel en juin et qui s'était bien passée. Et là, on a voulu faire en présentiel, mais finalement, c'était trop compliqué par rapport au nombre d'intervenants qu'on avait en présentiel. Donc, on a fait tout en distanciel. Mais la prochaine fois, on essaiera vraiment de faire en présentiel. Euh, donc, voilà. Donc, nous organisons la soirée en partenariat avec AgroParisTech Alumni. Et Gaëlle est la représentante aujourd'hui. Euh, et le thème d'aujourd'hui, c'est Mediagro ou la place des agros dans la com. Donc, on va parler de communication, on va parler des formes, des moyens de communication, et notamment adaptés au métier de nos intervenants. Et aussi, en lien, on va essayer de faire le lien avec l'agro aussi. Et on verra du coup quel a été leur parcours, le parcours des intervenants. Et on verra aussi quelle est leur vision globale de leur communication et ce qu'ils donc, pour vous réexpliquer ce qu'on va faire, la trame de la soirée, on va d'abord commencer par un petit tour de table. Donc, chaque intervenant va pouvoir expliquer son parcours et ce qu'il a fait avant son métier actuel et son métier actuel, en lien ou pas avec la com d'ailleurs. Ensuite, on va pouvoir continuer avec les questions du pôle alumni. On a préparé quelques questions qui vont être intéressantes. Et ensuite, on va continuer avec un échange avec le public et c'est là qu'on va reprendre les questions que vous pouvez poser par le chat ou vous pourrez poser aussi de vive voix. Alors voilà, donc on va essayer on a prévu une durée d'1 h 30, on va essayer d'y tenir, comment ça devrait aller. Et je peux vous présenter du coup maintenant rapidement les intervenants juste avant que Gaël fasse une petite présentation et que les intervenants se présentent un peu plus longuement. Donc, je les remercie d'ailleurs d'être venus. Donc, on a d'abord Raquel Adida, qui a été journaliste et photographe indépendante et qui aujourd'hui est dans les formations et création de spectacles, notamment informatifs. Je fais vraiment une présentation très globale, mais après, tu pourras te présenter plus longuement. Ensuite, nous avons Anne-Cécile Dagaev, qui est aujourd'hui chargée de médiation au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse et qui s'occupe notamment d'activités à destination du public et l'organisation d'événements. Et enfin, nous avons Pierre-Louis Tourneur, qui est chroniqueur gastronomique chez RTL en ce moment. Voilà, bienvenue à eux. Et je laisse Gaëlle se présenter rapidement. Bonjour à tous. Donc, idem, je suis très heureuse de vous avoir assez nombreux ce soir. Donc, effectivement, je suis Gaëlle Leray, chargée de la vie associative à AgroParisTech Alumni depuis 1 an et demi. Et pour nous, les objectifs de cette soirée Allume ton réseau, c'est d'abord d'accompagner les étudiants dans leur choix d'orientation et dans la définition de leur projet professionnel en leur permettant de découvrir des parcours d'alumni et en leur permettant de les rencontrer également. Donc, c'est des événements qui ont lieu effectivement soit en distanciel, soit à la Maison des ingénieurs de l'agro, qui sont nos locaux, et dans laquelle vous êtes tous bienvenus. Donc, on organise la soirée Allume ton réseau généralement plusieurs fois par an, 2 à 3 à 4 fois par an. La dernière, comme en a parlé Léo, elle portait sur les agros solidaires à l'international. Et vous avez la possibilité, si vous êtes intéressé, de revoir cette soirée sur notre chaîne YouTube. Et donc, c'est toujours des événements qu'on a plaisir à organiser, à co-organiser avec le pôle alumni du BDE, avec qui on collabore étroitement sur d'autres projets
en lien avec les alumni et les étudiants, et notamment, par exemple, la mise en place du parrainage. L'idée aussi pour l'association de cette soirée, c'est de développer le lien intergénérationnel et le lien entre les étudiants et les alumni, qui est une des bases de notre travail associatif. Et c'est aussi une des bases de notre travail associatif également, de coller au plus près des besoins et des attentes des étudiants ou des alumni pour les accompagner dans leur carrière. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, de vos idées pour faire évoluer le concept et nous permettre de toujours améliorer nos process, parce que finalement, l'association AgroParisTech Alumni, c'est avant tout la vôtre et ce que vous en faites. Et justement, un petit mot sur si vous voulez soutenir l'association et les projets qu'elle porte pour les alumni. Il existe 3 piliers majeurs. Je ne vais pas tout décliner parce que sinon, je prendrai toute la soirée. Mais le premier pilier, qui ne prend pas beaucoup de temps, mais qui est hyper nécessaire et hyper utile pour toute la communauté, c'est de mettre à jour vos coordonnées sur votre compte Alumni pour qu'on puisse se reposer sur une base solide et qu'on puisse justement plus facilement organiser ces soirées Allume ton réseau parce qu'on a une base qui est mise à jour, notamment sur les coordonnées professionnelles. Le deuxième pilier, c'est d'adhérer parce que les adhésions et les dons des membres, en fait, c'est le carburant qui permet d'animer la communauté et de développer les services pour les alumni. Et enfin, on ne connaît pas trop, mais on peut aussi s'engager en tant que bénévole. Il y a énormément de missions qu'on peut vous proposer, qu'on adapte en fonction de vos disponibilités et de vos centres d'intérêt, des missions à la fois ponctuelles ou permanentes. Par exemple, vu qu'on est là sur la communication, des missions de type de création de contenu, comme la rédaction de portraits d'alumni, ou la rédaction d'articles pour le magazine Planète Agro ou sur notre site internet. Donc, il y a énormément de choses à faire. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de vous engager. Ça permet aussi de développer un peu votre CV qui, étant jeune, n'est pas forcément très étoffé. Et un dernier petit mot, et ensuite je laisse la parole. Je voulais moi aussi remercier Anne-Cécile, Raquel et Pierre-Louis ici présents, donc les 3 alumni qui ont accepté de témoigner ce soir, et ce qui met en lumière notamment leur attachement à l'école et leur volonté de transmettre aux plus jeunes leur expérience. Donc, merci à eux. Merci Gaëlle. Et du coup, je vous laisse la parole pour vous présenter plus longuement. Qui veut commencer du coup? Raquel, par exemple? Vas-y. Bonjour, donc je suis Raquel, je suis basée dans le sud, près de Montpellier, là maintenant à la campagne. C'est l'avantage de la communication, on peut en faire un peu partout, pas que à Paris, contrairement à ce qu'on pense au début quand on est à l'agro. Et je suis journaliste dans le fond, c'est-à-dire que je travaille plus pour les médias en ce moment, mais je reste journaliste dans le cœur. Pour mon parcours, en fait, j'ai fait une option, enfin une spécialité développement agricole. Et pour moi, c'est hyper important. J'ai adoré et je garde vraiment cette ligne directrice vraiment forte. Et en fait, j'avais envie d'aller voir tous les projets. Vous avez dit que vous avez fait une soirée sur les agros solidaires à l'international. Voilà, j'avais envie d'aller voir les projets qui se faisaient un peu partout plutôt que de les faire parce que c'est vrai qu'on nous disait que 90% des projets étaient appauvrissants. Et bon, c'est plus compliqué que ça de voyager en tant que journaliste, enfin de voyager beaucoup en tout cas. Mais j'ai quand même pu faire plein de choses chouettes. Et effectivement, le côté agro a permis de rentrer dans le journalisme. Déjà, j'avais fait un stage de 2e année à Scientifique Junior. C'était une possibilité, c'était assez ouvert. Grâce au réseau agro, j'ai bossé à Egal M6 en sortant de l'agro un peu. Et on fait des CD-ROM, du multimédia. Quelque chose un peu antique, le CD-ROM. C'était rigolo. Et du coup, j'ai travaillé dans la presse agricole au départ, la presse agricole, donc professionnelle agricole. Et en fait, c'était super formateur. J'ai pu aussi valoriser ce qu'on sait faire en agro, c'est-à-dire finalement, en fait, en agro, on apprend plein de choses qui sont bien pour la communication, c'est-à-dire aller poser des questions aux agriculteurs et aux acteurs du monde agricole. Donc, ça fonctionne bien. Et je vois plus personne dans le... C'est normal?
Et T'inquiète, tout va bien. je ne suis pas hyper habituée des visios, comme ça change tout le temps les plateformes. Bref. Donc voilà, j'ai fait pas mal de presse agricole, ce qui est passionnant, ce qui n'est pas du tout valorisé dans les soirées entre copains, parce qu'évidemment, c'est des titres que personne ne connaît, qui ne sont pas en kiosque. Donc j'ai quand même travaillé pour quelques titres en kiosque, en grand public, parce que pour le fun. Voilà, parce qu'il y a un côté rigolo. J'ai beaucoup démarché en tant qu'indépendante. En fait, j'étais journaliste pigiste pendant une dizaine d'années, ce qui est un sacré truc. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de démarcher, en train d'avoir 1000 idées de sujets à la minute, qu'on glane partout. Donc, c'était passionnant à la fois sur le côté agro, mais très développé après alimentation, environnement, écologie, et puis économie sociale et solidaire. Enfin, voilà, tout ce qui est aussi citoyen, alternative. Donc, ça prend plusieurs champs. Et ensuite, j'ai eu envie je travaillais pour des magazines nationaux essentiellement. J'ai eu envie de m'attacher à un territoire, de vraiment mettre les mains dans les territoires. Je trouvais ça important, justement, aussi en rapport avec le côté développement agricole. Ça me tenait à cœur. Et donc, j'ai attendu de descendre dans le sud, en l'occurrence à Sète, parce que j'ai fait un an d'école de journalisme à Lille. Je fais une petite précision parce qu'il y avait je m'y étais intéressée avant et quand je suis arrivée, il y a une spécialité justement journalisme et agriculture. Donc je vous le dis, je pense qu'elle doit encore exister et en tout cas c'est un super avantage parce que c'est quand même difficile d'y rentrer. Enfin là c'était une voie qui s'est ouverte, c'était qu'en un an aussi, donc voilà, très bien. Et, euh, et donc ensuite, j'ai travaillé au niveau territorial avec des magazines locaux et j'ai adoré parce qu'on fait beaucoup plus de terrain. Et donc comme agro, j'aime beaucoup le terrain. Et j'ai créé un magazine en fait qui s'appelait Atypique, donc les idées vertes pour changer d'air en Languedoc-Roussillon. Enfin, un feu Languedoc-Roussillon, mais c'est Occitanie. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de. C'était il y a 10 ans, il y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore de magazine écolo, social. C'était plutôt des magazines citoyens nationaux avec tout le temps les mêmes tartes à la crème. Donc voilà, c'était une expérience assez forte, 80 heures, 90 heures de boulot par semaine. Voilà, j'en ai un peu payé les frais euh, en termes de santé, je pense. Mais bon, c'est passionnant. Ça permet de voir justement tous les métiers de la communication au sens large, tous les métiers qu'il y a autour, mettre les mains dans à peu près tout. Et ensuite, je suis retournée donc dans un magazine territorial, la Gazette de Sète, qui n'est pas forcément connu, mais moi, je trouve qu'il ne faut pas forcément. Il y a beaucoup de journalistes ou de personnes dans la communication qui cherchent à être avec des étiquettes connues. C'est sûr que pour la famille, les copains, ça va très bien. Mais ce n'est pas forcément là où c'est le plus épanouissant à mon goût. Et, euh, et ensuite, comme c'était un petit peu trop, voilà, j'ai lâché ça. J'ai travaillé pour 60 millions de consommateurs sur pas mal d'enquêtes, etc. Et puis, là, ces dernières années, en fait, bon, il se trouve, c'est un peu à part, j'ai lancé une association qui m'a pris quelque temps sur une auberge collaborative, donc il a fallu communiquer aussi dessus, donc c'est quand même aussi utile quand on lance des projets quels qu'ils soient d'avoir quelques notions de communication. Sur ce côté-là, ça fonctionne bien. Et j'ai opté pour aller de plus en plus près de mon public, c'est-à-dire que maintenant, donc je suis partie du national, du local, en magazine, et là maintenant j'ai eu envie de monter sur scène. J'ai toujours eu envie de faire du théâtre, etc. Donc je ne suis pas comédienne, j'aime beaucoup le théâtre évidemment, mais voilà, d'être dans l'oral face au public, donc le nombre de personnes forcément touchées directement est moindre, mais par contre c'est beaucoup plus intense pour les personnes en termes émotionnels, les gens s'en souviennent pendant longtemps. Voilà, c'est vraiment à la sortie, c'est vraiment des liens forts, les gens qui en parlent autour d'eux, etc. Et aussi sous forme d'ateliers de sensibilisation. Voilà, suivant les demandes, en fait, je développe diverses formes et je crée des spectacles à la demande. Alors, ce n'est pas tout à fait journalistique puisque c'est en fonction de besoins de communication, mais je travaillais par exemple pour l'aide sociale à l'enfance et puis je crée des spectacles. Par exemple, je viens de créer un petit spectacle autour des arbres et qui mêle justement l'imaginaire et le côté scientifique. Voilà, à Ok. peu près le panel. J'ai fait de la photo Bah, aussi entre deux, j'ai loupé le. Voilà. ok, bah, c'est super intéressant. Tu as fait plein de trucs du coup. Et ouais, bah, du coup, parfait. Et on va pouvoir passer à Anne-Cécile, du coup, si tu veux, pour ton Oui, parcours, ce que tu as fait. bonsoir à tous.
Donc moi, mon parcours, donc j'ai fait le double diplôme ingénieur et master. C'était le master EBA, donc écologie, biodiversité, évolution. Parce qu'à l'époque, je voulais faire du comportement animal. C'était ce qui me plaisait. Donc j'ai enchaîné avec une thèse en comportement animal ici à Toulouse, donc aussi dans le sud. Voilà, on est bien dans le sud de la France, c'est sympa. Et là, quand j'ai commencé ma thèse, j'aimais bien communiquer. Je me disais, oh, je vais faire beaucoup de vulgarisation, c'est mon truc. Et on m'a proposé, c'était un festival de sciences qui s'appelle la Novella, qui avait lieu à Toulouse. Et on m'a dit, ben voilà, les gens de mon bureau m'ont dit, nous, on est des doctorants, on fait partie d'une asso qui fait de la vulgarisation. On a créé une exposition, est-ce que tu veux venir avec nous pour accueillir des classes et faire de la médiation sur cette exposition? J'ai dit d'accord. Et là, j'ai attrapé le virus. J'ai fait 2 semaines, j'ai accueilli des classes, j'ai parlé au public et voilà. Et les 3 premières semaines de ma thèse, globalement, bah, j'ai fait ça là. Et après, je me suis dit, bah, c'est ça. Voilà, ça, je veux faire ça. Ça va être mon métier. J'ai vraiment envie de faire ça. Je venais de commencer une thèse, donc bah, j'ai terminé ma thèse en me disant, bon, la recherche, c'est sympa. J'aimais beaucoup la recherche, mais j'avais vraiment envie de communiquer, de parler avec les gens, etc. Et malheureusement, on ne peut pas faire 80% de vulgarisation et 20% de recherche. Ça ne marche pas. On n'a pas encore vraiment les modèles en France. Donc, du coup, pendant ma thèse, j'ai créé mon asso de médiation scientifique. Donc, voilà, on a fait avec 2 autres doctorantes qui avaient aussi envie de communiquer. On avait rejoint la première asso qui a arrêté après le phase public. On voulait vraiment faire de l'édition, donc ça ne nous intéressait pas. On voulait vraiment parler aux gens. Donc, on a fait notre asso, on a participé à la nuit des chercheurs, on a refait le festival de sciences jusqu'à ce qu'il arrête. On a fait la fête de la science, on a fait des animations pour diverses associations ici sur Toulouse. Du coup, après, quand j'ai terminé ma thèse, j'ai cherché un boulot dans la médiation. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est un milieu hyper compétitif et venant du monde de la recherche, c'est compliqué parce il y a tout un bagage qui est associé au fait d'être doctorant, d'avoir un doctorat. On m'a dit que j'étais trop qualifiée, on m'a dit que j'avais pas assez d'expérience alors que j'avais fait mon asso à côté. Et j'ai réussi à trouver un petit contrat au jardin botanique de Lyon. Donc du coup, je suis passée du comportement animal aux plantes. Bon, ça va, on apprend. De toute façon, on vient de l'agro, on s'adapte à tout, on sait tout faire, il n'y a pas de souci. Après Lyon, j'ai trouvé un autre contrat pour le jardin botanique de Bordeaux. Et après ça, j'ai eu de la chance. Je suis arrivée sur Toulouse et là, le muséum recrutait. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'étais au bon endroit au bon moment. Du coup, voilà, ils ont bien aimé mon profil parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour faire de la recherche, enfin, pour faire le lien entre le monde de la recherche et le grand public. Du coup, j'avais vraiment le profil qui collait. En plus, je connaissais bien tout ce qui était le réseau des gens qui travaillaient un peu là-dedans, qui organisaient la nuit des chercheurs, par exemple, parce que je le faisais avec mon asso depuis 2014. On s'occupe de quelque chose qui s'appelle le speed searching. Peut-être que vous l'avez déjà vu sur des nuits des chercheurs. Là, c'est des chercheurs qui vont parler avec du public pendant 10 minutes. Et après, on change de chercheur. Donc, un peu comme un speed dating, mais avec des chercheurs. Et du coup, ils aimaient vraiment bien le fait que j'ai ce grand réseau, que je connaisse le monde de la recherche, que je connaisse aussi le monde un peu associatif, le monde de la médiation. Donc, du coup, mon profil a plu. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Et comme j'ai passé entre-temps un concours de la fonction publique territoriale, donc maintenant je suis titulaire. Donc ça, c'est bien aussi parce qu'en médiation, on a beaucoup de petits contrats courts et peu de postes fixes. Et maintenant, je travaille au Muséum de Toulouse. Donc l'intitulé du poste, c'est chargé de médiation scientifique. Ça peut paraître un peu obscur, mais globalement, je m'occupe vraiment de l'accueil du public. Nous, comme on est une très, très grosse structure, on a 100 personnes qui travaillent au muséum. On est vraiment, chacun a vraiment sa spécialité. Vous avez des plus petits muséums où ceux qui font de la médiation, ils font aussi l'accueil du public, ils s'occupent des expos, etc. Alors que moi, c'est vraiment juste les visites guidées, les animations pour les scolaires, les événements. Donc, alors, soit j'accueille les gens, je fais la visite guidée, je fais l'animation, mais je crée aussi les animations, j'organise les événements. Donc, tout ce qui est nuit des chercheurs, fête de la science, tout ce qu'on peut faire au muséum, voilà, il faut créer. Donc, ça dépend des moments, mais globalement, c'est à peu près 50-50, 50% face publique et 50% de création derrière. Et en plus, j'ai vraiment une spécialité où je dois créer des nouvelles choses avec les chercheurs. Donc, inventer de nouvelles animations pour faire en sorte que les gens s'intéressent au monde de la recherche et leur faire découvrir le monde de la recherche avec ses spécificités, voilà, exactement ce qui s'y passe, que ça paraît un peu obscur. Voilà, essayer de rendre les chercheurs un peu plus humains et les gens sont toujours assez passionnés par ça. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et du coup, on peut passer à Pierre-Louis.
Alors, bonsoir à tous. Juste avant de me présenter, je veux juste rebondir sur ce que Gaël, tu as dit au début sur l'engagement au sein du réseau et notamment sur le parrainage. Moi, j'ai trouvé mon parrain il y a 9 ans. Il s'appelle Emmanuel Blaché, qui est le président d'Agro-Entrepreneur. C'est quelqu'un que je côtoie encore beaucoup aujourd'hui. C'est mon assureur, c'est lui qui assure ma société et toutes mes autres activités. On sait pas, au début, c'était pas forcément ce que je pensais pouvoir vivre avec lui, mais on a vécu plein de choses sur l'accompagnement de mon projet, à la construction de mon projet pro. Puis après, dans ma vie pro pure, il est arrivé. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, important. Moi, j'ai pas de fillot ni de fillotte, donc s'il y a des étudiants ce soir, vous pouvez me contacter avec grand plaisir si je peux vous accompagner. Donc voilà, petite parenthèse faite, c'est des choses qui durent longtemps. Moi, ça fait 9 ans que je côtoie mon parrain. Alors, pour ce qui est de mon profil, donc moi, je suis de la 180, promotion 187, ça fait APT 2012. Euh, j'ai fait ma spé à Massy, donc en plutôt agroalim en deuxième année. Troisième année, j'ai fait économie et gestion entreprise, EGE. Et, euh, et ensuite, après l'agro, j'ai fait un double diplôme en école de commerce que j'ai fait en apprentissage et je l'ai fait chez Server, c'est la filiale d'Air France qui fait la restauration aérienne. J'ai fait du business développement pour eux pendant 2 ans. J'ai eu la chance de faire de l'expatriation. Ils m'ont envoyé au Burkina Faso. Je suis parti à Singapour aussi. J'ai baroudé un petit peu partout en Asie. Et en étant loin de ma chère patrie, il y avait une chose qui me manquait terriblement, c'était les bons fromages, la bonne charcuterie, toutes les bonnes choses qui se mangent de notre pays. Et je pense que je n'étais pas pressé d'aller travailler. J'ai décidé de faire une année sabbatique, comme je n'avais pas fait de césure. Et j'ai pris mon vélo et j'ai fait un tour de France de la gastronomie et des produits de nos régions pendant un an. Je suis parti 9 mois exactement. J'ai fait 5 000 km avec mon vélo et je suis allé découvrir à peu près toutes les spécialités qu'on pouvait trouver sur la France. Et en fait, je suis arrivé dans la com et dans les médias par hasard parce que sur mon Tour de France, j'ai eu la chance d'être repéré par RTL, d'abord comme invité, en fait, pour témoigner, donc la radio RTL, pour témoigner de ce que je faisais, mais vraiment en tant qu'invité. Et ils ont tellement aimé mon histoire qu'ils m'ont recontacté quelques mois après. Euh, Surtout parce que j'ai insisté, parce que je pensais que j'avais vraiment quelque chose à vivre avec eux, parce qu'on avait eu de très bons retours. Et je suis devenu chroniqueur gastronomique donc la radio RTL. Donc c'était il y a 2 ans. J'ai commencé en 2019. J'avais une chronique chaque matin de la semaine où je présentais en fait une spécialité à un artisan de nos régions. Je continue à parcourir la France à vélo. Donc, j'ai été nomade pendant quasiment 3 ans où je partais, j'allais de région en région, toujours avec mon vélo. Je faisais 6 ou 7 000 km par an. Et mon aventure médiatique s'est terminée il y a quelques mois. J'ai terminé en juillet 2021. Enfin, tu disais, Raquel, c'est un milieu où il y a beaucoup de précarité, le monde du journalisme. Et donc voilà, moi, ça s'est arrêté pour moi. Et je continue alors, un petit peu dans la com. En fait, j'ai 3 activités aujourd'hui. Je fais de l'accompagnement des territoires, notamment des régions, des départements et des différentes AOP sur leur stratégie de communication dans les grands médias nationaux. Donc, je les accompagne pour construire des partenariats et des projets sur ces grands médias. J'ai aussi créé, ça fait plus de 2 ans, mon site qui est dédié au tourisme gastronomique. Donc là, c'est vraiment de la communication vraiment dédiée autour du tourisme gastronomique, où on retrouve en fait tous les artisans et les spécialités que j'ai développées. Donc, je gère aussi une régie pub en partie sur ce site. Et le troisième activité qui commencera en janvier, j'ai racheté un bar à vin et épicerie fine sur Paris où on pourra retrouver en fait un peu tous les produits que j'ai découverts sur mon Tour de France. Donc, où il y a aussi un penchant un peu communication parce qu'il faut faire vivre son,
son commerce, même il a un rayonnement, on va dire, local, il faut essayer de faire vivre en termes de communication. Donc voilà mon parcours dans la com, les médias, et aujourd'hui encore comment j'interviens dans ce milieu. Ok, super. Tu pourras d'ailleurs nous donner, si tu veux, l'adresse de ton Oui, épicerie. On pourra y faire un tour. tout à fait. Du coup, parfait, merci beaucoup. On va commencer par les questions du coup, qu'on a sélectionnées. Et pour les différents participants, vous pouvez aussi poser des questions sur le chat. On y répondra après. Alors, du coup, on va commencer par une question un peu générale. Pourquoi, selon vous, la communication est-elle essentielle dans la société et notamment dans votre métier? Qu'est-ce que cela apporte en communiquant dans votre métier? Par exemple, Anne-Cécile, dans tes événements que tu organises, qu'est-ce que tu fournis en fait avec la communication à tes différents aux jeunes ou aux moins jeunes? Oui, alors c'est vrai que moi c'est un petit peu particulier parce que niveau communication, par exemple, quand on crée un événement, tout ce qui est com autour de cet événement, c'est pas du tout moi qui le gère. On a un service com qui s'occupe de faire la pub sur les réseaux, de faire la publicité, etc. Moi je suis vraiment dans ouais, la communication avec les gens, on va dire. Donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu différent, voilà. Après, comment dire, en ce moment c'est vrai que tout ce qui est communication, c'est compliqué, on va dire. Les gens ont beaucoup d'informations et du coup, c'est important d'arriver à se faire comprendre et à dialoguer en fait avec les gens. Et du coup, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question. C'est quoi déjà? C'est pourquoi tu penses que c'est essentiel en fait, enfin, ce que tu fais par exemple, les différentes formations, etc. Qu'est-ce que ça apporte en fait aux différents aux gens avec qui tu fais les événements, pour lesquels tu fais les événements? Ben, pour tout ce qui est chercheurs et doctorants, c'est super important. Déjà de leur apprendre à communiquer sur leurs recherches et à communiquer pour un public, parce que peut-être on en parlera un peu plus tard, mais on ne va pas parler de la même façon à différentes tranches d'âge, en fonction aussi du moment, s'ils sont là pour du loisir, s'ils sont là pour du scolaire. Du coup, ça, je pense que ça les aide beaucoup. Ça les aide aussi à prendre du recul sur leurs recherches, à essayer de faire un pas en arrière. Et, et après, ça les aide aussi à vendre leurs recherches, qui est quand même super important, parce que souvent, les chercheurs, des fois, ils trouvent des trucs super bien, puis ils savent tellement pas en parler, ils savent tellement pas le vendre, que du coup, ils vont avoir de moins bons articles ou des financements qui vont leur passer à côté, et ce qui est dommage, quoi. Donc ça, c'est au niveau des chercheurs. Après, au niveau des enfants qui sont là, plus nous, médiateurs, qui allons leur parler pour leur expliquer des choses. Et là, c'est vrai que des fois, c'est pas mal parce que maintenant, on a beaucoup d'infos qui arrivent comme ça. Et c'est vrai que de leur expliquer, voilà, un peu, je sais pas, le background, comment ça marche, etc., c'est pas mal aussi. Et pour certaines choses, on l'a vu récemment avec la crise de Covid, tout ce qui est expliqué comment fonctionne le monde de la recherche et qu'on ne trouve pas un vaccin ou un remède miracle en 2 minutes, que les chercheurs sont pas... Enfin, ils se disputent les uns avec les autres, ça c'est normal. Enfin, c'est bien que les gens ils comprennent aussi ça et de communiquer avec eux. Voilà, on a fait cette découverte, mais attention, voilà, c'est préliminaire, etc. C'est pas mal aussi. Je ne sais pas si Oui. c'est très clair. Et du coup, c'est toi du coup qui donne des conseils aux chercheurs, c'est ça? Oui, quand c'est les événements avec les chercheurs, oui, c'est moi. Justement, j'ai l'avantage, c'est que je l'ai vécu dans les deux sens. C'est que j'étais doctorante et j'ai communiqué sur mes recherches. Et maintenant, j'ai beaucoup plus d'expérience dans la communication, les attentes du public, etc. Donc, c'est moi qui vais expliquer aux doctorants comment présenter leurs recherches en fonction du public qu'ils vont avoir en face d'eux et en fonction de l'animation qu'on va faire. Parce que bon, des fois, on a un peu des gens qui vont faire leur présentation quoi qu'il arrive. Donc, on est en speed searching, ils veulent nous sortir des diapos et faire une com comme ils ont l'habitude. Donc là, on ne peut pas. Des fois, il faut faire un stand, donc il faut des activités plus ludiques. Enfin, il faut vraiment s'adapter à l'animation qu'on fait. Et je suis là pour les accompagner et pour les aider au maximum à se faire que les choses se passent bien et avec un minimum de travail. Ok, parfait. Du coup, Raquel ou Pierre-Louis, vous avez d'autres choses à ajouter sur ce que vous avez fait? Ouais, vas-y, Pierre-Louis. Ouais, c'est vrai que tu me laisses la main, je veux bien répondre. Euh, pour moi,
la communication, elle est essentielle aujourd'hui, en fait, pour... Alors, ça peut paraître une approche business ce que je vais développer, mais ça s'applique aussi aux institutionnels, au monde de la recherche. C'est qu'aujourd'hui, il y a une diversité d'acteurs qui est très, très importante. Il ne faut pas oublier qu'on est enfin, on est sur soit un marché mondialisé, soit une recherche qui aujourd'hui est internationalisée. Et en fait, il y a énormément de concurrence. Et aujourd'hui, si on n'est pas en mesure de faire savoir ce qu'on fait, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, que ce soit les entreprises, les institutionnels ou les associatifs, ils ont besoin d'avoir une certaine renommée. Renommée, ça ne veut pas forcément dire connu, c'est-à-dire être reconnu pour ce qu'on fait au sein d'une population. Et en fait, c'est en ça que la communication est importante, c'est parce qu'elle nous permet d'avoir une renommée et de sortir du lot. Et par exemple, si vous êtes dans la recherche, si vous ne faites pas de savoir la qualité de votre travail, vous n'êtes pas reconnu. Donc, quand vous postulez, par exemple, à des bourses de recherche, bah, quand vous avez un nom, c'est plus facile. Donc, si vous allez savoir que vous avez fait du travail de qualité, ça aide. Une entreprise, bah, si elle est renommée, si Coca-Cola faisait pas de pub, on saurait pas qu'ils font des sodas. Et c'est en ça que, enfin, des sodas avec derrière un message ou des valeurs. Mais c'est ça qui est important. Dans le milieu associatif, c'est la même chose. Si vous ne faites pas savoir que vous faites un spectacle, les gens viendront pas vous voir. Donc aujourd'hui, la communication, elle est vraiment essentielle parce qu'elle permet de faire savoir que vous existez. Et derrière, soit quand il y a un modèle économique derrière, bah, de faire survivre des entreprises, ou après sur des modèles qui sont plus sur le mode de subvention, bah, de faire continuer le travail de ces gens-là. C'est en ça que c'est essentiel aujourd'hui. Ouais, ok, c'est vrai. Du coup, Raquel, tu voulais ajouter un petit truc? Oui, alors du coup, j'ai réfléchi de façon globale du point de vue sociétal. Je trouve ça intéressant, en fait, une fois qu'on de réfléchir finalement pourquoi on communique. Donc, je rejoins tout à fait Pierre-Louis sur le fait de mettre en relation finalement, je dirais pas l'offre et la demande parce que c'est une vision trop capitalistique, mais de façon générale, effectivement, les besoins et les propositions, y compris dans les services publics associatifs, pour que ça soit utilisé aussi, tout simplement. Et effectivement, du point de vue de l'offre, que ça soit connu, donc on est d'accord. Mais c'est aussi pour améliorer la vie au sens mettre en valeur les initiatives positives qui à la fois peuvent trouver du soutien, mais aussi inciter à faire pareil, que ce soit au niveau individuel ou des entreprises, etc. Par exemple, pendant 5 ans, j'ai mis en valeur, j'ai fait des reportages pour le magazine des jeunes agriculteurs sur des agriculteurs qui avaient des démarches écologiques sans qu'ils soient forcément bio, etc., avec avantages, inconvénients, analyse économique. Et l'idée, c'est que ça mène vers l'action, quoi. Voilà, ou voilà, des structures qui font des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, par exemple à la cantine ou dans des dispositifs. Mais du coup, d'autres structures peuvent reprendre ces idées-là et se dire ouais, ok, ça marche, c'est pas du délire, quoi. Donc, ça peut permettre aussi à des projets de voir le jour et au contraire aussi forcément alerter sur des risques. Enfin, c'est aussi l'intérêt aussi d'informer et de communiquer des risques individuels ou des risques collectifs. On peut évidemment parler de tout ce qui est type de toxicité, etc. Mais ça peut être les risques psychosociaux. Enfin, je pensais, par exemple, j'avais fait un article sur les conditions sociales des pêcheurs de thon rouge. On parle beaucoup sur l'aspect écologique. Et en fait, ça a été repris par un spectacle de rue. Et enfin, ça m'avait beaucoup touché en fait que le contenu de l'article soit repris dans ce sens-là parce qu'il y avait une dimension sociétale pour dire attention, il y a un petit problème quelque part. Et au niveau individuel ou collectif aussi, la communication permet de disposer d'un maximum d'informations pour affiner sa réflexion. Déjà montrer que les choses en général sont toujours plus complexes que ce qu'on pense. Même en tant que journaliste, si on le sait, en tant que communicant, quand on part sur un sujet, même sur un sujet où globalement on a une bonne idée de la chose, on arrive toujours à dégommer nos propres idées reçues. Et ça, pour moi, c'est hyper jouissif. Et donc, je pars du principe aussi que le public aussi est là pour complexifier, affiner sa vision et pas avoir quelque chose avec des gros blocs noir-blanc. Et pas seulement sur la politique, sur tous les sujets, comme montrait Anne-Cécile,
tout fin, pour pouvoir donc du coup prendre des décisions pertinentes aussi, il faut être informé, et mener du coup des actions intéressantes, des actions efficaces, quoi. Donc, Et du coup, par rapport aux différentes actions que tu avais fait pour la sensibilisation à l'écologie, c'est ça? Tu avais fait des articles dessus ou des formations dessus? Et ça avait fonctionné ou pas par rapport à ce que Enfin, est-ce que ça alors, avait fonctionné? c'est pas évident de connaître effectivement l'impact direct quand on écrit. C'est pour ça aussi que c'est hyper intéressant d'être en contact avec le public, enfin, comme le fait Anne-Cécile par exemple, et comme je le fais depuis quelques années. Les formations que je donne, en fait, c'est justement des formations de communication, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais auprès de licences pro agriculture bio, qui sont dans un lycée agricole de Nîmes, c'est des reconversions ou pas. Donc c'est un public super intéressant et je suis ravie de transmettre justement ces approches. C'est voilà, comment on mène une interview, comment on mène une enquête, mais pas forcément dans le cadre de la communication, dans le cadre d'un métier d'agro. C'est pour ça aussi que c'est important, c'est-à-dire que même, là je parle aux jeunes agros, même si vous ne faites pas de la communication en tant que secteur de travail particulièrement, dans tous les cas, c'est hyper rare en fait les métiers où il ne faut pas communiquer, ne serait-ce qu'en interne, et c'est hyper important d'avoir les stratégies pour le faire efficacement, parce que ne serait-ce que pour faire passer ces idées en interne, que pour communiquer effectivement sur ce qu'on fait, même si on ne fait pas purement de la recherche, ou pour aller enquêter sur les sujets, ne serait-ce qu'aller parler aux agriculteurs, au monde agroalimentaire. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. Et aussi, je travaille sur la relation interpersonnelle, aussi sur le côté un peu team building, enfin vraiment voilà, quelques bases de CNV, des choses comme ça, c'est super chouette de suivre des étudiants, ouais. Ok. Et du coup, Pierre-Louis, tu voulais réagir? Oui, sur ce que Raquel a dit, quand tu as posé la question, est-ce que tu as un peu mesuré l'impact de ce que tu as fait? Il faut savoir que la communication, c'est un milieu très particulier parce que tout le monde, que ce soit, enfin, voilà, les entreprises, les institutions, savent qu'on a besoin d'en faire, mais en fait, on a peu de mesures de retour, ce qu'on pourrait appeler un retour sur investissement, même si pas, enfin, pas forcément toujours question d'argent, mais le retour de ce qu'on a. Moi, j'ai été dans ces gros médias où on pourrait se dire qu'on arrive à mesurer assez finement. Bon, la télé, ça va à peu près. La radio, c'est catastrophique. J'étais le seul scientifique chez RTL qui arrive à peu près à comprendre que, en fait, ils avaient des gros biais et que quand ils étaient tout contents d'une augmentation de plusieurs pourcents, bah, en fait, c'était juste un mec au fin fond du Cantal qui avait allumé sa radio et ils avaient gagné 20 000 auditeurs, mais ils ne comprenaient pas tous les effets de biais. C'est très drôle, mais c'est la réalité de ces milieux et la réalité de la communication. Mais les choses sont en train de changer. Les réseaux sociaux ont réellement changé la donne parce qu'on a des mesures qui sont plus fines. Et donc, c'est des métiers qui vont avec les années, et je pense que c'est une chance pour les étudiants qui veulent aller évoluer dedans, c'est qu'on sera, on sera moins en moins vu comme juste des sources de coûts parce qu'on arrivera à mieux mesurer le retour sur investissement et donc ça sera d'autant mieux valorisé. On donnera peut-être plus facilement les moyens à partir du moment où on arrive à justifier le retour. Donc c'est vraiment un milieu qui est ultra particulier pour ça, parce que la mesure du retour, elle est soit inexistante, soit imprécise, même dans des gros médias où on met les moyens, où en fait statistiquement, enfin bon, on est des agros, on sait quelles sont les statistiques, et quand on voit ce qu'en fait est produit, c'est vraiment une catastrophe. Ouais. Ouais. Je me permets parce qu'effectivement, je Ouais, n'ai pas vas-y, vas-y. répondu tout à fait à ta question. Du coup, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Pierre-Louis. Et je distinguerai aussi la mesure de l'audience, c'est-à-dire des effets de l'outil communication, est-ce que c'est vu ou pas. Typiquement, bah, on envoie une newsletter, on sait qui la lit pendant combien de temps. Voilà, il y a des choses qu'on peut quand même mesurer. Mais par contre, quel impact ça a sur les personnes en termes de vision à court, moyen, long terme Ouais. et en termes auprès des proches et sur leurs actions, ça, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'avais envie d'aller au plus près du public, parce que là, par contre, je trouve qu'on le mesure assez rapidement quand on revoit quand on a des retours également par les réseaux sociaux ou des retours directs avec les personnes, quand il y a des gens qui disent le spectacle il a changé ma vie, machin, puis, bon, ok, c'est un retour qualitatif, mais j'en ai parlé à 10 personnes, hein, mais on a un peu une vue des choses, quoi.
Donc ça, Ouais. c'est assez gratifiant parce que sinon, on a l'impression, quand on bosse pour du national, moi, j'avais l'impression de balancer un mail. Et puis après, tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a quelque chose en kiosque, j'étais même pas au courant. Personne te dit que le truc est passé, tu sais pas qui le lit, comment. C'est pas à quoi ça sert en fait. Ouais, ça, on va en reparler justement. Du coup, je vais laisser Mathieu poser la deuxième question. Comme ça, on va rebondir dessus. Merci beaucoup pour vos réponses déjà. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, dans le concret, finalement, j'aimerais savoir comment on fait déjà pour avoir une communication vraiment impactante tout en respectant finalement les contraintes sociétales, c'est-à-dire euh, comment ne pas trop choquer, comment communiquer avec un public cible pour communiquer de telle sorte à ce que ça soit possible à comprendre pour tout le public. Donc, je sais pas, mettons, Anne-Cécile, quelle technique, si je puis dire, est-ce que tu mets en place quand tu dois communiquer avec des plus jeunes, par exemple? Oui, alors pour que ça ait vraiment un impact, nous, il faut vraiment qu'on s'adapte à notre public et comme je disais aussi, les circonstances dans lesquelles il vient. On va pas faire la même chose pour du public sur un festival qui se balade avec des gens qui voient de la lumière et puis qui s'arrêtent. Donc là, par exemple, il faudra faire vraiment des choses qui attirent l'œil, des stands avec c'est un peu l'appât, hein. Enfin, faut des plantes à sentir, des choses qui clignotent. Si vous mettez de la lumière, les gens y viennent, hein. C'est comme les insectes, hein, ils sont attirés. Après, et je vais pas du tout faire la même animation si j'ai des scolaires qui arrivent avec un programme, avec un enseignant qui a travaillé quelque chose, etc. Donc là, on est plus dans un cadre scolaire, on va faire des choses plus pédagogiques, mais vraiment, on va les asseoir, on va leur faire un truc beaucoup plus carré, un peu moins fun, même si on essaye quand même d'avoir... moi, je suis persuadée qu'on apprend beaucoup en jouant, donc j'ai fait énormément de jeux. Pour les plus jeunes, il va falloir faire des choses sur les 5 sens. Ça marche tout le temps. Mais les plus et les moins jeunes, hein, même les adultes, ils adorent hein, toucher, goûter, sentir. Ça, on aime. Hein. On parlait tout à l'heure de la nourriture, c'est hyper important. J'ai fait des comptes, j'en ai pas parlé, mais à un moment donné, j'étais au chômage, donc j'ai continué à faire de la médiation comme ça à côté. J'ai fait des conférences à l'Euré Café, donc c'était un café scientifique qui avait ouvert à Toulouse, là. Il y a eu un petit peu de soucis pendant la crise. Pendant les conférences, on a fait aussi un buffet. Tant qu'à faire, autant manger. Et par exemple, on parlait du baobab, et ben hop, on peut goûter du jus de fruits de baobab et ça devient plus concret, quoi. Voilà. Le thème des conférences, c'était sur la pop culture. En fait, j'ai repris les films de Disney et on a expliqué comment ça se passait réellement dans la nature. Du genre, Nemo, s'il perd sa maman, c'est son papa qui devient une femelle. Voilà. Ça fait une histoire un peu différente, quoi. Nala est vraisemblablement la sœur de Simba. Voilà. Amusez-vous avec ça. Et à chaque fois, on avait des choses à goûter. Donc, c'est vrai que là, ça attire beaucoup et on peut apprendre des choses. Là, on apprend des choses sur la nature en s'amusant avec des dessins animés de Disney, vraiment de la pop culture. Mais là, c'est pour des gens en conférence, un peu en loisir. Pour des scolaires, par exemple, j'ai une animation sur la classification parce que c'est très important que les profs ne savent pas forcément comment expliquer la classification. Donc là, on a des boîtes, on a un livret pédagogique, on va dans le muséum, etc. Donc, il faut vraiment s'adapter à l'âge du public, pourquoi ils sont venus, qu'est-ce qu'on essaye de faire avec eux. Est-ce que c'est un public, comme on dit, captif, mais qui va vraiment venir pour ça, ou c'est des gens qui se baladent. Voilà, il faut s'adapter. Pour moi, le public le plus difficile, c'est quand j'ai des visites guidées avec des gens qui viennent en famille, avec des enfants, et des adultes qui viennent tout seuls. Alors là, le grand écart, c'est compliqué parce que si on n'a que des familles, on fait un truc pour les enfants, ça passe parce que les parents, ils sont contents. Mais si on a des adultes tout seuls, du coup, il va falloir essayer d'adapter le discours et de faire le grand écart. Voilà. Ça, pour moi, c'est le plus difficile. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Plus on en fait, mieux on sait faire, plus on leur montre des choses. Et la plupart des gens qui viennent au muséum, globalement, c'est vraiment sur du temps de loisir. On est là quand même pour s'amuser. Donc, tant qu'on peut toucher, sentir, goûter un peu moins, c'est un peu plus compliqué, mais ça plaît. Voilà, donc adapter à son public et adapter au lieu, au contexte, etc. D'accord, merci. Et donc, toi, Pierre-Louis, comment est-ce que tu fais pour capter l'attention quand tu présentes du coup tous ces plats?
En fait, c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, parce qu'en arrivant, en arrivant chez RTL, moi, j'avais pas eu de formation de journalisme, et je me suis demandé comment est-ce qu'on fait pour justement tenir les gens, parce que j'avais une chronique de 3 minutes 30. Comment est-ce qu'on fait pour tenir les gens pendant 3 minutes 30. En plus, moi, je les cueillais au réveil parce que ma chronique était à 6 heures. Parler de pâté le matin à 6 heures, il y a des gens qui sont déjà levés depuis quelques heures. Il y en a d'autres qu'on vient de récupérer. Donc, il faut faire en sorte qu'ils ne tournent pas le bouton pour, dans le pire des cas, aller sur une radio concurrente, dans le meilleur des cas, juste l'éteindre. Euh, En fait, donc, oui, je me suis beaucoup posé de questions, et d'autant plus que il y avait quelque chose qui me faisait peur dans la radio, c'est qu'en fait, on n'a pas tous ces sens. Il n'y a pas la vue, on ne peut pas s'appuyer sur le visuel qu'on a à la télé ou qu'on a dans la presse papier. Alors c'est très drôle, moi j'ai travaillé avec des personnes qui sont aveugles pour essayer de comprendre comment eux percevaient le monde ou quoi. Et en fait, ce qui ressort, c'est les émotions. Et ça, c'est vraiment le secret de la communication, c'est qu'il faut déclencher une émotion. Qu'elle soit positive ou négative, ça marche dans les deux cas. Les politiques, enfin, de certains bords, utilisent beaucoup les émotions négatives, et ça marche parce que ça va dans leur sens, ça crée une réaction, ou des émotions positives. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ça suffit pas d'avoir un discours technique, euh, ça suffit plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui maîtrisent ces techniques, et donc de faire de juste communiquer par la technique ou un argumentaire logique, ça suffit pas. On a deux cerveaux, il faut de la logique et de la technique, mais il faut aussi beaucoup d'émotions. Il faut aller la déclencher chez les gens. Et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment ça le secret de la communication. Et si vous suivez un petit peu ce qui se fait dans le marketing, aujourd'hui, le nouveau marketing, c'est le marketing émotionnel. Et la boîte qui a mieux réussi ça et qui sert d'exemple, c'est Michel et Augustin. Ils font des biscuits, hein. Ça, ils font rien de mieux. Ils font des biscuits quali. Mais ils ont créé tout un émotionnel autour de leur marque. Et c'est de ça, on s'en souvient. Et Anne-Cécile, tu parlais de Walt Disney. Walt Disney, c'est des gens qui ont réussi leur positionnement émotionnel très, 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 très fort. Et aujourd'hui, voilà, moi, à mon sens, c'est vraiment ça, les, euh, c'est vraiment ça le secret et les codes de la communication. C'est déterminer quelle émotion, en fait, on veut déclencher, et ensuite l'appuyer par de la logique et ou par de la technique. Parce qu'une fois qu'on a séduit la personne par l'émotion, c'est très simple de venir appuyer parce qu'elle est déjà d'accord avec vous, et de venir appuyer avec un système logique, quoi. D'accord. Ok, merci. Et donc, Raquel, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? On Oui, peut voir que tu as beaucoup de courts-métrages qui touchent beaucoup de sujets, justement. Donc, ça pourrait être intéressant de voir comment tu fais pour donner envie, justement. oui, alors je Quelques pensais que c'était... citations comme ça. ouais. Euh, alors, juste pour élargir, ouais, pour approcher c'est vraiment avoir une vraie stratégie sans se précipiter. Parce qu'en fait, souvent, quand on ne connaît pas trop la communication, on se précipite sur le support. Parce que c'est le support qu'on connaît ou le support où on pense que ça va être le plus diffusé. Or, c'est pas, il y a pas, enfin, c'est pas l'essentiel, c'est-à-dire c'est plus une résultante. Et donc, effectivement, enfin, je suis tout à fait d'accord avec Anne-Cécile, connaître son public, c'est vraiment hyper important, et vraiment le préciser. Souvent, on dit, ah, bah, c'est pour le grand public, ça veut juste rien dire, le grand public. Et donc, avoir vraiment segmenté au niveau sociologique, les connaître personnellement encore mieux, et connaître leurs préoccupations, leurs habitudes, leur mode de communication privilégié, etc., quoi. Et, euh, et oui, raconter des histoires, je suis assez d'accord avec Pierre-Louis sur les émotions, mais je n'aurais pas tout à fait la même approche. C'est-à-dire que moi, je suis à fond dans les côtés émotionnels, imaginaires, utiliser le conte, le visuel, enfin voilà, tout le panel artistique pour donner de l'information. Et pas purement factuel. Donc raconter des histoires, mais moi j'ai pas l'impression de me dire ah bah tiens là je vais leur faire peur, là je vais les faire rire,
et là, je vais leur tirer une larme, en fait. C'est plutôt faire passer ce qui, moi, me touche. Donc, ce qui a la partie la plus humaine, la plus aussi les choses drôles. Donc, en fait, ce qui me touche, je ne suis pas tout le monde, mais je fais le pari que ça peut toucher aussi d'autres personnes. Et en fait, des fois, moi, je suis moi-même surprise des émotions que ça crée chez les autres. Bon, dans mon spectacle, bon, à la fin, j'essaye de ne pas trop le faire pour pas être trop blasée, en quelque sorte. Mais bon, bah forcément, j'exprime des émotions. Enfin, il y a un moment donné où j'ai une tête de pieuvre et je l'arrache. Bon. Et alors, tout le monde est complètement... Et en fait, pour moi, c'est cool, quoi. Moi, je rigole. c'est ludique. Et puis, tout le monde dans la salle est comme ça. Et à la fin, on dit, ah, Raquel, tu me fais rire, tu me fais pleurer. Ça fait 4 fois, c'est trop. et je ne me rends pas du tout compte, en fait. Je ne me rends plus compte. Donc, même sur les articles, en fait, les effets que ça fait sur les gens, l'essentiel, c'est de parler effectivement, d'être concret, d'être le plus sensoriel. Je rejoins tout à fait Anne-Cécile, que ce soit sur le côté concret ou même quand on parle ou quand on écrit, le côté faire passer l'expérience des sens et l'expérience des humains dont on parle ou qui parlent. C'est-à-dire c'est aussi choisir des informations de ce côté-là, quoi. Mais moi, je ne choisirais pas quelle émotion je vais déclencher ou je ne vais pas déclencher. Je n'arrive pas à réfléchir forcément comme ça. Enfin, voilà. Et je pense que c'est aussi important de se connaître. Quand je dis ce, c'est à la fois quoi ou le commanditaire, la personne, la structure pour laquelle on travaille. En fait, c'est un peu ce qu'on appelle la ligne éditoriale, c'est-à-dire à la fois le public et quel ton on veut donner, quelle valeur on veut faire passer, quelle est l'intention. Est-ce qu'on travaille pour une mairie qui valorise ses actions d'agenda 21 écologique ou est-ce qu'on travaille pour une marque ou pour une boutique Est-ce qu'on travaille pour... Enfin, voilà, qui on est quelque part, quoi. Et ça prend un petit peu de temps quand même de discussion. Et se poser les bonnes questions, se poser et poser les bonnes questions. Moi aussi, c'est essentiel dans toute communication, préparation, même si les questions sont pas explicites. Donc, c'est ce qu'on appelle l'angle en journalisme, en fait, c'est par quel bout on prend les choses, en fait. Et puis après, pour la communication, avoir une idée alors, ça dépend, évidemment, si on est déjà dédié à un mode de transmission particulier, bon, ben, on ne se pose pas la question, mais la façon de diffuser, toutes les approches possibles, en fait, pour mener une stratégie de communication, tout ce qui est papier, magazine, journal, plaquette, carte, etc., tout ce qui est web, vidéo, site, réseaux sociaux, tout ce qui est événementiel, virtuel ou in situ, ça peut être des expos, des confs de presse, des spectacles, des ateliers d'animation, des projections débat, etc., tout ce qui est matériel aussi sur des objets, même pas forcément commercial, mais juste matériel. Par exemple, une fois, j'avais utilisé, quand j'avais créé le magazine, j'avais utilisé des petits carnets en papier de récup, où il y avait l'entête du magazine, et puis voilà, qui donnait envie. Et en fait, on les donnait pour tout abonnement acheté. C'était un truc tout simple. Ça nous a un peu pris la tête pour le faire, parce que c'était en récup et c'était plus compliqué. Mais en fait, les gens le gardaient vachement sur leur bureau. En fait, je me suis rendu compte que ça fonctionnait hyper bien, alors qu'on avait essayé d'autres choses qui sont très énergivores. On en parlait avec Pierre-Loup tout à l'heure, par rapport à l'effet que la communication a. Et ce qui est important aussi, c'est d'arriver à doser en fait l'énergie mise dans la communication par rapport à entre guillemets l'utilité, et il y a un côté très intuitif aussi, forcément. Donc voilà, connaître aussi toutes les façons de diffuser. On disait le mode de diffusion, le bon lieu, le bon moment, et là c'est aussi l'expérience qui joue. Avoir un bon réseau de personnes, ressources, compétents, pour à la fois créer le contenu et pour assurer le côté le contenant, quoi. Le graphisme, la vidéo, etc., l'animation si besoin, tout ça. Et avoir quand même un aspect créatif, un peu décalé, donner des exemples, toujours, c'est ça qui donne aussi les émotions. Et connaître l'ensemble des métiers de la communication, même si soi-même, on ne maîtrise pas tous les aspects. Je pense que ça peut être utile aussi de ne pas avoir peur de mettre les mains dans plein d'outils, notamment tous les outils, on va dire informatiques, de mise en page, de montage, etc., ou les outils matériels justement pour l'animation. Vraiment avoir la curiosité et ne pas hésiter à essayer des choses. Et je pense que ça demande d'être rigoureux et en même temps synthétique,
donc sélectif justement du type d'infos. Donc plutôt accepter en fait de lâcher certaines choses pour faire plutôt, il y a un de mes formateurs qui parlait de faire plutôt de la spéléologie, d'aller au fond des choses, d'approfondir un sujet, mais à fond, voir toutes les facettes, plutôt que de l'hélicoptère et de survoler quelque chose. Même si on a l'impression de donner plus, en fait, on donne plus sur un petit secteur. Et donc, et je pense que c'est aussi important d'avoir une certaine passion et de s'impliquer dans ce qu'on dit, d'y croire, quoi, quelque part. Oui, d'accord. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Je me permets, c'est vrai que Raquel, comme tu dis, en fait, on contrôle pas on choisit pas quelle émotion on va déclencher chez les gens. En fait, enfin, quand on a cette approche émotionnelle, c'est très authentique en fait. C'est par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce qu'on est, et c'est pour ça que bon, que ce soit les grands groupes par exemple, ils construisent de l'émotion autour d'un produit. Mais si on regarde après. Que ce soit petits artisans ou dans le vêtement, par exemple, de plus en plus. Là, en fait, si le message cette émotion que vous déclenchez chez les gens, elle n'est pas en accord avec vos valeurs, ça va se voir tout de suite. Donc, ça demande beaucoup d'authenticité. Et c'est en ça que enfin, ce que tu dis, Raquel, c'est primordial, c'est que si vous voulez aller dans la com, il faut aller dans des secteurs qui vous parlent et qui vous passionne parce que vous allez devoir mettre justement votre énergie. Enfin, je pense de manière générale, quand on travaille, c'est mieux de le faire avec passion. Mais là, d'autant plus dans la communication parce qu'à un moment, on ne peut pas mentir sur l'authenticité de son émotion. Et voilà, enfin, si vous êtes très écolo, vous faites que du vélo, aller faire une pub pour Volkswagen, ça risque d'être un peu compliqué. Parce que même si la tenue de route est très bonne sur ces bagnoles, vous aurez beaucoup de mal à aller l'avant. Donc ça, c'est vraiment primordial. Et voilà, là-dessus, Raquel, c'est ce que tu as dit, c'est la passion parce que la communication aujourd'hui, elle est très authentique. Elle est de plus en plus authentique, du moins. D'accord, merci beaucoup. Oui. On va passer à la question suivante, je pense. Oui, du coup, si tu veux. Oui. Alors, comme on a un petit peu de retard, peut-être qu'on peut essayer de répondre à la première question du public, puis on passera si on n'a pas d'autres questions suivantes. Donc là, une question de Mal Leroux qui concerne Madame Degaïf. Donc à AgroParisTech, on a assez peu de cours de comportement animal et les masters l'abordant sont assez rares. Est-ce que ça a été difficile de vous lancer dans une thèse là-dessus? Est-ce que vous aviez assez de connaissances sur ce sujet? Donc c'est pas trop une question sur la communication. Mais... C'est plus sur le parcours, mais on est là pour ça aussi. Si vous voulez aussi plus d'infos sur le parcours ou le comportement animal, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Enfin, je ne sais pas si mes coordonnées seront données, mais on pourra en parler un peu plus. Vous pouvez me contacter, j'ai les coordonnées de tout le monde, du coup, je pourrais les transmettre. Normalement, il y a l'annuaire. Oui, l'adresse est bonne, mes coordonnées sont à jour, il n'y a pas de souci. Alors voilà. Donc, n'hésitez pas, si on a 2 minutes, même si ce n'est pas sur la com, l'avantage quand on vient de l'agro, c'est qu'on sait tout faire. Enfin, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais on peut s'adapter à toutes les choses, il n'y a pas de souci. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression que ça nous a formés à on a un sujet nouveau, ok, c'est pas grave, on va se former, ne vous inquiétez pas. Je sais pas, moi, ça m'a beaucoup rassurée là-dessus, en me disant, ok, je ne connais pas mon sujet, et ben, je vais me former, je vais lire des choses, voilà, il n'y a pas de souci, on peut rebondir. J'ai suivi juste les 2 mois de cours au master EBE, c'est tout, mon comportement animal, c'est quasiment tout ce que j'ai eu. J'ai suivi après, j'ai fait mon master sur du comportement animal, j'étudiais des corbeaux en Suisse, sur de la résolution de conflits chez les corbeaux, c'était assez rigolo. Voilà, et après, dans la question, c'était écrit, oui, les doctorants sont spécialistes, on est spécialiste à la fin de notre thèse. Hein. Au début, on arrive, on ne connaît pas grand-chose, et ben, c'est pareil, on se forme, on lit des choses, on fait des expériences, on lit de la biblio, on va parler à des chercheurs, enfin, voilà, quoi. Ça se fait, et surtout en comportement animal, il faut surtout s'asseoir, observer, regarder les bestioles se comporter, être humble, et puis voilà, ça se passe bien. Mais après, n'hésitez pas à me contacter, on peut en parler, je peux vous donner aussi, je connais pas mal de chercheurs, du coup, si vous voulez faire un peu de réseau, quoi. Voilà. Je vois que vous allez me recontacter, super. Voilà, et je vous donnerai des noms de chercheurs. Et d'ailleurs, on parlait de la communication. Je ne sais pas si vous avez suivi tout ce qui fait autour du blob, ça vous parle? Audrey Dussautour, une chercheuse qui a superbement bien vendu son sujet de recherche.
Moi, je l'ai connue parce qu'elle est à Toulouse. Je l'ai connue au début du blog où c'était juste un petit truc qui était dans un tiroir. Et elle a énormément vendu. Enfin, maintenant, le blog, il est parti dans l'espace avec Thomas Pesquet quand même. Ils vont faire des séances participatives avec je ne sais pas combien d'écoles qui sont engagées. Enfin, oups, pardon, ça arrive tout le temps. Moi, ça, c'était le chat. Et là, on est vraiment sur une stratégie de communication qui était très, très bonne. Audrey a commencé à en parler dans des conférences. Elle a écrit un livre. Elle a fait après, elle a participé à un reportage sur Arte. Et le blog est parti du petit labo toulousain et il est parti dans l'espace. Enfin, là, je trouve que, suivez cette chercheuse, regardez ses communications sur les réseaux, tout ce qu'elle a fait. On a vraiment un beau parcours. Voilà, elle a pris son sujet, elle a bien vendu. C'est elle qui a un peu, c'est elle qui a mis un peu en lumière ce nom de blob, qui n'était pas vraiment, parce que la bestiole a un nom imprononçable. Je ne sais plus ce que c'est un Mixomycète avec un nom accouché dehors. Et elle lui a donné le petit nom de blob, etc. Et ça a fait boule de neige. Enfin, là, on a vraiment, je trouve, une très, très bonne stratégie de communication de quelque chose qui a très, très bien marché. Donc, je vous invite à aller voir ce qu'a fait Audrey Dussautour sur le blog. C'est super intéressant. Et je pense que ça illustre bien ce qu'on disait au début de l'importance de communiquer, parce que du coup, ça lui a permis d'envoyer son blog dans l'espace, alors que bah, enfin, c'était peut-être pas prévu à la base, et c'est justement parce qu'elle avait créé sa renommée là-dessus. Et des chercheurs qui travaillent sur le blog, il y en a quelques-uns dans le monde, et c'est elle qu'on a choisi, et parce qu'elle avait une meilleure stratégie de communication. Et derrière, elle a sûrement plus de fonds, elle arrivera plus facilement à aller chercher des financements. Et enfin, c'est vraiment un effet boule de neige derrière. Donc c'est en ça que la communication est ultra important et pas seulement. Et je trouve que ton exemple il est top parce que on a tendance à voir la communication souvent, enfin, dans le domaine de la grande consommation, sur la pub et tout à la télé. Mais là, c'est l'exemple parfait d'une communication sur un secteur qui touche pas le grand public et qui est, enfin, elle a réussi à envoyer son blog dans l'espace, quoi. C'est assez incroyable. Et comme on disait aussi, elle est passionnée et ça se sent, et ça c'est hyper important, quoi. Ça se voit quand elle explique, elle est passionnée et elle est passionnante du coup. Et ça c'est vraiment important, être authentique, ça va se sentir dans la communication comme vous disiez, ça se voit, quoi, c'est sûr. D'accord, merci pour vos réponses, c'était super intéressant. Il y a deux questions qui sont arrivées. Donc, une question de Valentine. Comment est-ce que, donc, qui concerne tous les intervenants, comment est-ce que vous gérez les ratés ou les erreurs de communication? Alors, je vais répondre parce que moi, j'ai fait 2 erreurs à l'antenne. Je me suis fait. Alors, en tout cas, il faut savoir que quand on se trompe dans les médias nationaux, le retour de bâton, il est direct parce que sur les réseaux sociaux, vous le prenez. Je m'étais trompé sur des localisations. J'avais mis le Odou au niveau de Montbéliard. Et l'autre, j'avais mal prononcé une ville. Il y a une ville qui s'appelle Allo, qui est à côté de Marseille. Ça s'écrit AUCH, et j'avais dit Aloche à l'antenne, et je me suis fait, voilà, je me suis fait taper dessus. Euh, dans ces cas-là, alors je pense que le mieux c'est de faire. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit à l'antenne que je m'étais planté. On en a rigolé. Bon, avec les animateurs, c'est bien passé. Je pense que l'honnêteté, c'est important. Après, dans ces gros médias, c'est pas souvent le cas. Au contraire, on a plutôt tendance à laisser mourir le truc parce que enfin, l'info va tellement vite que, en fait, quand vous faites une connerie, ça s'oublie. Enfin, quand c'est des petites conneries, ça s'oublie assez vite. Si c'est des grosses, vos confrères se font un malin plaisir de le rappeler à tout le monde. Mais voilà, moi, ma stratégie, ça a été plutôt l'honnêteté, mais parce que j'étais sur des sujets très légers. Enfin, quand vous vous plantez, le fait de savoir que la gentiane est produite, enfin, la liqueur de gentiane est produite dans le Haut-Doubs à Pontarlier et pas à Montbéliard, bon, voilà, c'est c'est pas très grave. Pour des petites erreurs, il faut être honnête, je pense. Je vais rebondir là-dessus. Alors moi, je suis franc-comtoise et Bon, bah. Pontarlier, c'est pas Montbéliard. Non. Bon, à part pour les francs-comtois, déjà les 3 quarts des gens ne savent pas placer la Franche-Comté, donc de toute façon, c'est pas très grave. Moi, dans mon métier, on le voit tout de suite quand on fait des. Enfin, des fois, on se plante. Hein. Des fois, on a fait des formats d'animation, ça a fait un flop monumental. L'avantage quand on est au muséum, c'est que au pire, le public n'est pas très très content, mais il y a tellement d'autres choses que c'est pas grave. Si on est une petite asso et qu'on fait un flop, là, ça craint parce qu'après, on a plus de mal à rebondir, on va dire, parce que si on a engagé beaucoup de frais, de moyens dans
dans une animation qui n'a pas du tout marché, ben après, on ne nous recontactera pas. Donc, ça, c'est un peu plus embêtant. L'avantage des animations avec le public, c'est que quand ça ne marche pas, on peut toujours rebondir parce que si on voit que les gens ne comprennent pas, ben, on essaye de réexpliquer, on essaye de trouver d'autres choses. Et il y a une animation que j'ai tentée au muséum que je faisais à la nuit des chercheurs qui n'a pas du tout pris, mais vraiment pas. On n'a pas trouvé c'était pas du tout. Pourtant, c'était à peu près le même public, mais ça n'a pas du tout marché. C'était un bouche à oreille où le chercheur donne son thème de recherche et puis après, on se fait un téléphone arabe de 10 personnes. Et à la fin, la dernière personne donne le sujet, c'est super drôle. Ça passe très bien au nuit des chercheurs. Au muséum, on n'a pas trouvé de public. Les gens ne voulaient pas venir. Bon, ben, on était là pour rien. On avait 1 heure à chercher du public, ça n'a pas trop marché. Bon, ben, ça arrive. Faut tirer les leçons et puis essayer de trouver un truc mieux la prochaine fois, quoi. Des fois, on voit aussi en animation scolaire que les élèves, ils n'ont rien compris. Ce qu'il faut, c'est au moins pas se planter sur le côté scientifique parce que sinon, les enseignants, là, ça va râler et à juste titre, quoi. Et après, ben, il y a des enseignants qui nous ont dit que cette animation n'est pas adaptée. Bon, ben, on s'excuse. Et puis, on essaie de faire mieux la prochaine fois. Voire une fois où c'était pas moi, mais ça a vraiment raté, on a proposé une nouvelle animation gratuitement, quoi. On y arrive en discutant avec les gens, en communiquant avec les gens gentiment, en expliquant le pourquoi ça a raté. Des fois, on peut avoir c'est un stagiaire qui se lance et que là, ça a complètement foiré. Ça arrive, on s'excuse, on redonne une animation gratuite et puis ça se passe bien, quoi, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la dernière question du public, qui est est-ce que l'aspect scientifique ne vous manque pas dans votre métier? Ou au contraire, est-ce qu'il est toujours présent? Raquel voulait intervenir? Oui, non, j'étais sur la question d'avant, mais bon, c'est pas forcément grave. C'était des anecdotes d'erreurs, juste sur la question précédente. Vous Mais pouvez répondre aussi à la question précédente. non, juste sur la question présente, effectivement, je pense qu'il faut juste distinguer les erreurs de contenu dont tu as parlé et les erreurs d'action de communication. Du coup, c'est ceux qui communiquent qui en pâtissent, alors que les erreurs de contenu, c'est les personnes, quoi. Mais le public. Mais effectivement, il y a des choses. Bon, je suis assez d'accord sur le contenu, sur l'honnêteté, et c'est plus facile. Euh, et oui, je veux juste dire qu'effectivement, quand on fait une erreur, quand il y a une action d'animation qui ne marche pas forcément, le risque des fois, c'est de montrer que les communicants ont tenté de montrer qu'ils sont un peu déçus. Alors qu'il y a quand même des gens, et les gens qui sont là, ben, ils ont envie d'être, au contraire, il faut mettre encore plus d'énergie, en fait, paradoxalement, quand il y a moins de monde, j'ai l'impression. Montrer que, ouais, ben, ils sont importants, c'est pas grave, il n'y a pas beaucoup de monde, mais au contraire, ben, on est moins nombreux, on est plus présent pour eux. Enfin, voilà, ça peut fonctionner, quoi. Et donc, alors, excuse-moi, du coup, j'ai oublié la question d'après. Oui, c'est du coup, en tant que personne dans la communication, vous êtes plutôt transmetteur d'une information. Et est-ce que vous avez perdu l'aspect scientifique dans votre travail aujourd'hui par rapport à votre formation d'agro initiale Ouais, moi j'ai fait pas mal de vulgarisation scientifique, mais c'est vrai que je suis plus dans quelque chose de plus lâche. Donc je suis pas dans le côté équation scientifique, le côté hyper rigoureux, hyper précis, mais en même temps c'est pas ce qui me plaisait le plus. Mais j'ai l'impression de rester quand même dans un champ en partie scientifique et justement de faire un peu la connexion entre plusieurs mondes, quoi. Donc parfois, ça me manque un peu. C'est pour ça que j'avais envie par exemple, sur mon spectacle sur les arbres, j'essaye de faire passer des informations scientifiques, alors qu'en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est surtout les contes et les mythologies, etc. Mais voilà, j'essaye de faire passer les dernières recherches parce que je trouve ça intéressant de faire ce lien-là pour faire passer. Et plus en termes de culture générale, non, ça va. Et entre parenthèses, il y a un super magazine qui est sorti récemment, un copain de promo, des anciens de Sciences Evie. Ils ont tous quitté, ils ont eu le courage de tous quitter le magazine pour créer un nouveau magazine qui s'appelle Epsilon. Donc, pour ceux qui sont intéressés par l'actu et le côté scientifique, et il y en a un peu pour tous les goûts, il est très chouette. Voilà. C'est écrit comment, du coup, Epsilon? Epsilon avec 2 O. Ah oui, ok, Epsilon. Ok. Anne-Cécile, Ok. tu veux réagir? Oui, alors moi, le côté scientifique, je ne l'ai pas du tout perdu.
Ouais. En plus, quand on est hyper généraliste, il a fallu apprendre des choses sur la préhistoire, les dinosaures. Vous avez un peu oublié, parce que bon, les enfants de 5 ans, ils sont hyper calés en dinosaures, hein, c'est mieux que nous. Et comme il faut vulgariser, en fait, la meilleure façon de bien vulgariser un sujet, c'est de bien le connaître. Donc à chaque fois, à chaque nouvelle expo, il faut qu'on se forme sur l'expo. Cette année, c'était magie, par exemple. Donc j'avoue que la magie, j'y connaissais pas grand-chose. Donc après, il faut, voilà, chaque nouvelle expo, avant c'était l'extinction, ça allait un peu plus, c'était plus facile. On se forme, on apprend, et après en sciences, c'est vrai que je fais plus d'expérience, ça me manque un peu. J'ai un peu tendance à vouloir en faire au musée. Enfin, c'est un peu bête, mais moi je fais du comportement, hein. Donc alors, est-ce que si je mets ce panneau informatif ici, est-ce que les gens le voient mieux que si je le mets de l'autre côté du musée? Ou alors, comment faire passer les gens par la boutique? Comment faire en sorte qu'ils achètent aussi nos produits? Il y a pas mal de choses qu'on regarde. Pareil, on a une pièce où les gens font des ateliers un peu en autonomie. Donc, j'ai tendance à, quand je suis dans cette pièce, je regarde en fonction de l'âge des enfants, sur quels ateliers ils vont, là où ils se dirigent, quel est le premier qu'ils arrivent à voir en rentrant dans la pièce, etc. J'avoue que ça, j'ai pas perdu cet aspect expérimental. Je fais des stats aussi. Alors, ça pourrait un peu bizarre pour mes collègues, mais je suis sous R. Là, je fais des statistiques avec des prévisions d'influence et tout. Bon, ça m'amuse. Voilà, moi, je l'ai toujours, le côté scientifique, et c'est vrai que je suis contente. C'est vrai que le côté expérimental me manque un peu, que j'ai tendance à refaire un petit peu au musée comme ça, avec les visiteurs. Voilà. Mais sinon, c'est sympa, et c'est vrai que mieux on connaît son sujet, mieux on arrive à l'expliquer aux gens, et on peut expliquer des sujets complexes à des maternelles, ça passe, hein. J'ai fait de la sélection naturelle avec des maternelles, avec un tapis et des pâtes qu'il fallait qu'ils chassent. Enfin, ça marche super bien. Vous prenez des pâtes tricolores, vous les faites chasser les pâtes, et en fait, ils se rendent compte qu'ils prennent les jaunes et les rouges, et que les vertes sur le tapis vert, ils ne les voient pas. Voilà, ça passe super bien pour les maternelles. Et c'est vrai que, voilà, en connaissant bien le sujet, on peut vraiment bien l'expliquer, et l'expliquer de manière correcte, et pas faire des raccourcis qui peuvent être faux. Donc ça, c'est hyper important. C'est vrai que moi, la science, je l'ai toujours, et encore plus qu'avant, en étant généraliste. Maintenant, il faut savoir un peu de choses sur plein de sujets. Alors, moi, dans mon métier, c'est vrai que la science a pu beaucoup de place, même si la science du vin et de la gastronomie est tout aussi intéressante. Mais je pense, enfin, pour ouvrir peut-être un peu enfin, ma réponse, c'est est-ce que être scientifique dans la com, c'est important, enfin, ou c'est une plus-value? Et je pense que oui. Enfin, moi, ça m'a servi pour deux raisons. La première chose, c'est que c'est une vraie légitimité. Parce que enfin, moi, j'avais rencontré enfin, j'étais à vélo sur le terrain, donc je rencontrais des fermiers, je rencontrais enfin, des boulangers, des bouchers. Et en fait, quand vous avez une vraie légitimité en étant scientifique, en étant ingénieur agro, parce que quand on vous parle de sol chez un vigneron, vous comprenez, quand on parle d'itinéraire culturel aussi, quand vous êtes chez le boulanger ou le cuisinier, quand on parle de ce qu'est une émulsion, de ce que sont les cuissons, déjà vous avez une légitimité par rapport aux autres dans la communication. Donc, même si vous n'êtes pas un spécialiste ou vous n'y comprenez rien, vous êtes ingénieur agro. Donc déjà, ça vous donne une légitimité. Et donc ça, c'est le premier point. Après, il y a l'autre chose, c'est que ça vous permet de rentrer et de mieux comprendre les sujets. Et Anne-Cécile, tu l'as dit, enfin, tout à l'heure, on est des agros, on est capable de tout faire et on est surtout capable de à peu près tout comprendre dans notre monde qui est très complexe et en fait enfin, qui reprend la complexité du monde biologique. Et moi, enfin, je trouve que ça m'a vraiment aidé à la fois à mieux comprendre peut-être techniquement justement les produits que j'ai mis en avant, mais surtout c'est l'approche scientifique. Quand après je suis parti dans le business, bon certes j'avais fait une école de commerce derrière, mais euh, moi, aujourd'hui, mon quotidien, j'ai plus l'impression d'être agro que business, de par même la manière de questionner. Quand moi, je travaille avec mes clients sur les opérations de com qu'ils veulent faire, donc les territoires sur les grands médias nationaux, bah, en fait, toute la démarche scientifique de questionnement qu'on a pour réussir à construire avec eux un cahier des charges sur quoi ils veulent communiquer, quel message et autres, bah, on l'a. Et en fait, c'est une vraie légitimité. Et ça nous permet de mieux comprendre de comprendre les sujets enfin, moi, j'ai eu même peur à certains moments dans ces grands médias, dans ces grandes radios, de voir qu'on avait certains journalistes qui étaient spécialistes, mais qui avaient, enfin, notamment scientifiques ou quoi, et qui n'avaient pas de formation là-dedans. Et en fait, je me dis, est-ce qu'on peut réellement comprendre un sujet sans avoir cette approche? Un truc bête, et en fait, on l'a vu avec notamment le Covid, c'est la notion d'exponentialité.
c'est quelque chose de très, très abstrait, mais si vous n'êtes pas mathématicien ou statisticien, de comprendre concrètement ce que ça veut dire, c'est compliqué. Donc, enfin, oui, si être scientifique dans le milieu de la com, c'est un vrai, vrai avantage, et ça en l'est encore plus quand on est agro, je pense. Mm. Je me permets juste de rebondir sur ce que tu dis par rapport à l'approche scientifique. C'est vrai qu'on est atterré parfois de ce qui est dit et la façon dont c'est dit. Et du coup, ce qui est important de façon globale, effectivement, c'est pas tant le contenu. Enfin, il y a bien sûr, on apprend plein de choses à l'agro, mais ce qui est le plus important, c'est la méthodologie, que ce soit en vue de la communication ou en vue du côté scientifique. Et effectivement, l'approche scientifique sur l'expérimentation humaine, sur le fonctionnement humain, c'est assez génial aussi. Et c'est vraiment le fonctionnement en termes d'hypothèses, etc. Et effectivement, on a cet avantage-là. Par contre, sur la légitimité en tant que scientifique et agro, je mettrais un petit bémol sur ce que tu dis, Pierre-Louis, parce que souvent chez les agriculteurs, moi j'aime bien dire quand je suis agro à la fin, Parce qu'ils ont une vision pour de nous pouvoir quand poser même. des questions super bêtes, parce qu'évidemment, on ne connaît pas tous les types de production, tous les types, voilà, même si eux, ça leur paraît évident. En plus, ils ont aussi quelques. Quand c'est pas dans le même milieu, ça donne une légitimité pour les médias, enfin pour les structures pour lesquelles on bosse, ça, y a pas de souci. Mais effectivement, pour les personnes qu'on interviewe, au contraire, j'aime bien rien dire. Et quand on pose des questions un peu pertinentes, du coup, il dit ah, on dirait que vous y connaissez quelque chose. Ah ben, euh, Donc ils se là, on disent y ah est, bah quoi. tiens, c'est pas comme les autres journalistes qui m'ont saoulé. Enfin, donc ah bon, c'est cool. Et là, on commence à rentrer dedans plutôt que d'annoncer bon alors, je suis ingénieur. Et là, du coup, ça peut être stressant, ouais. Mm. Et, non, là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi, en effet, où les gens se rendent compte que tu l'as pas annoncé au début et que tu poses des questions assez pertinentes, et enfin, même très pertinentes. Et je veux juste redire un truc sur la force d'être un scientifique dans la com, c'est qu'on comprend les chiffres. Déjà, un, ça nous évite de faire des conneries. Et deux, ça aussi, ça nous permet, alors j'aime pas le terme manipuler, mais ça nous permet de comprendre comment mettre en avant les chiffres pour faire passer un message et faire comprendre. On peut s'en servir de la manipulation pour mettre en avant quelque chose de faux, mais on peut aussi comprendre la valeur des chiffres pour mettre en avant des choses qui le sont. Et ça, enfin, s'il y a des étudiants qui vont dans la com, la compréhension des chiffres, c'est fondamental. Moi, j'ai eu chez RTL, il n'y a personne qui comprenait ce qu'étaient les statistiques d'audience, enfin réellement, les notions de pourcentage, de croissance, d'évolution. Et en fait, on a une vraie force dans ces milieux parce qu'on comprend ce que veulent dire les chiffres, quoi. Mm. Il y a aussi la notion d'épistémologie, en fait, de recul sur les sciences, qui n'est pas toujours évident quand on est le nez dans une nouvelle découverte ou une information, effectivement. Et là, pour le coup, à l'agro, c'est pas forcément là où on a le plus d'éléments dessus. Donc, voilà, si vous allez sur l'information avec une dimension scientifique, c'est intéressant de plonger un peu dans le. Je pense que Anne-Cécile, elle est en plein dedans sur la recherche, mais comment se fait une information et quel recul il y a voilà, par rapport au contexte, etc. La philosophie des sciences, c'est important aussi d'avoir ce recul-là. Merci pour vos réponses. Moi, j'avais juste une toute petite question pour Pierre-Louis. Par chiffre, vous entendez quoi? Vous voulez dire euh, Enfin, c'est bête, mais quand on va de croissance, je vais donner un exemple très, très bête. Euh, Dans la radio, on a les audiences tous les 3 mois. C'est comme ça que c'est mesuré. Tous les 3 mois, on te dit que tu as été en progression ou pas. Un trimestre, on reçoit les chiffres, et tout le monde était très content parce qu'on avait fait plus 3% de croissance en termes de part d'audience. Sauf que quand tu regardais toutes les radios au niveau national, la croissance a été de 6%. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, on s'était fait bouffer enfin, le gâteau avait grossi, qu'on avait pris moins que les autres. Et en fait, c'est ça, c'est que nous, on a l'intelligence on sait ce que veulent dire les chiffres, en fait, et on sait qu'il faut les mettre en perspective. On parlait de recul, c'est qu'on sait mettre les chiffres en perspective, et c'est ça notre vraie force. En fait, il y a très, enfin, il y a très peu de gens qui ont des formations scientifiques et notamment statistiques. Il ne faut pas oublier que, enfin là, je vous parle juste de pourcentage et de croissance. Après, quand on rentre dans les stats, avec les différents tests qu'on peut faire, c'est encore autre chose. Donc, c'est là où c'est notre force, c'est qu'on traite correctement cette information. Et on peut même la tirer à notre avantage si on en a besoin. D'accord. Merci beaucoup.
Bah, merci beaucoup. Du coup, on arrive bientôt à la fin et je me demandais quel conseil vous pourrait donner à des étudiants qui veulent continuer du coup vers la com ou un peu utiliser la com à bon escient là, dans leur prochain métier et dans leur parcours pour le mot de la fin. Anne-Cécile, tu veux commencer? Euh, c'est pas facile. Enfin, moi, c'est ce que je l'ai dit, adaptez-vous à votre public et au contexte dans lequel vous faites les choses. Enfin, c'est vrai qu'on l'avait dit aussi, en fonction de pour qui vous travaillez, vous n'allez pas faire la com de la même façon de toute façon. Enfin, au muséum, je ne ferai pas pareil que je sais pas, dans une boîte privée ou des choses comme ça. Ça dépend ce qu'on veut vendre et ce qu'on veut communiquer et à qui on veut le communiquer. Voilà. Euh, et surtout, alors enfin, moi je parle un peu de mon point de vue, mais nous quand on veut vulgariser, quand on fait de la médiation, il faut bien connaître son sujet, ça c'est super important. Et c'est vrai ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur le fait d'arriver à comprendre soit les agriculteurs. Moi l'avantage c'est qu'on a une formation hyper généraliste, donc j'arrive à comprendre aussi à peu près les doctorants, alors pas tous, hein, quand ça part dans les maths un peu compliqué, c'est dur. Mais grosso modo, je comprends de quoi ils parlent, donc j'arrive à m'adapter à tout un panel de gens, et ça, c'est vrai que c'est chouette, hein, parce que surtout quand on a des doctorants de l'INRA, des doctorants qui font vraiment des maths pures, de la physique, de l'informatique, enfin, heureusement qu'on a eu un parcours généraliste, ça, c'est cool. Enfin, c'est vraiment une force qu'on a, c'est quelque chose qu'on peut cultiver. Et voilà, donc, adaptez-vous à votre public, essayez de connaître votre sujet pour bien en parler, c'est comme ça qu'on communique bien. Et puis, pour le mot de la fin, on en parle tout le temps, mais le réseau, c'est hyper important. Enfin, moi, c'est aussi grâce au réseau que j'ai pu trouver mon job parce que j'ai fait du bénévolat un peu partout pour me faire connaître. Et après, j'ai une super lettre de recommandation de quelqu'un qui travaille dans une structure à côté du muséum. Je pense que ça m'a aidé clairement pour mon dossier et pour avoir mon poste. Donc, cultivez votre réseau. Et puis, en mot de la fin, pour conclure, s'il y en a qui sont intéressés, soit par travailler au muséum, travailler dans la médiation qui n'est pas facile, ou par tout ce qui est comportement animal. N'hésitez pas à m'écrire, hein. Je suis dispo, on peut se parler, voilà, il n'y a pas de souci. Si là, vous êtes à l'Agro à Paris, mais si vos parents sont dans la région toulousaine, on peut même se voir, je ferai visiter le muséum, enfin, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Du coup, Pierre-Louis, tu veux continuer? Bah oui, je vais aller dans le sens d'Anne-Cécile sur le fait qu'il faut bien choisir sa cible. Je pense qu'en fait, quand on voit la com de l'extérieur, on voit, enfin, c'est un peu comme un iceberg. On voit que la belle pub à la télé, le beau flyer, le beau message. On voit en fait que la partie formalisation, on va dire, enfin, que ce soit design ou créative. Mais il faut pas oublier que la com, c'est très analytique, très méthodique. Quand tu parles d'analyser la cible, enfin, de bien déterminer son public, c'est la première chose qu'on fait en fait. On essaye de comprendre qui est notre public, on fait des personae pour essayer de comprendre qu'est-ce qui le guide. Enfin, c'est très 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 analytique. Et c'est pour ça que les scientifiques et les agros ont une vraie place à apprendre. Et moi, j'ai beaucoup de copains qui sont après dans la com. Euh, Souvent, ça fait du com et marketing, parce que dans le marketing, on voit peut-être plus c'est plus légitime d'utiliser le côté analytique, mais dans la com, ça l'est tout autant. Moi, j'avais de la chance, c'est quand je travaillais pour Air France, je faisais du business développement, mais j'étais rattaché enfin, c'était une business unit un peu spéciale, j'étais rattaché à la communication. Et on a apporté, et du coup, d'avoir des scientifiques avec eux, ça leur apportait énormément aussi dans leur message. Donc, enfin, voilà, sur la vision de la com, faut pas voir le côté très créatif. Euh, c'est pas des gens sous coke qui créent des pubs pour Coca-Cola. Il y en a il y en a sûrement un petit peu. Enfin, moi, je les ai pas croisés. Mais il y a aussi beaucoup de gens très, très analytiques. Moi, j'ai pas mal de copains de promo qui sont partis dans la com et même dans la com grand public. Et leur force, c'était. Bon, tu me posais la question sur les chiffres tout à l'heure. La force, c'est de comprendre les chiffres, c'est d'avoir une méthodologie, d'être très, très analytique. Et après, on ira chercher les consommateurs de coke pour faire la pub à la fin. Mais voilà, on a vraiment, on a vraiment ce rôle à jouer. Et comme tu disais, Anne-Cécile, enfin, oui, le réseau est ultra important. Moi, quand je suis parti dans les médias, c'est un monde que je connaissais pas. Il a fallu que je l'appréhende très, très vite. Parce que je commençais à peine un mois après qu'RTL m'a appelé, donc de comprendre comment ça fonctionne. Un truc bête, mais c'est quoi les salaires?
quand vous arrivez dedans. Moi, il fallait que je négocie mon contrat à peine un mois après. Donc, et ça, en fait, c'est seulement grâce au réseau que vous pouvez avoir facilement ces chiffres et un accompagnement dans la bienveillance. Donc, oui, oui, le réseau est ultra important, quoi. Mais faut pas aller chercher le réseau de manière... euh, faut toujours aller vers ces gens de manière pas intéressée, en fait. Si vous y êtes très intéressé, vous allez chercher un poste et autres, ça marche pas. La première démarche, et ça, enfin, moi, quand j'intervenais au BD, des fois au pôle alumni, il faut avoir une démarche très désintéressée. Déjà, la première chose, c'est d'aller comprendre quel est le métier de ces gens, c'est quoi la réalité, parce que peut-être que vous dites, bah, lui, il est directeur marketing, il va me filer un poste. Bah, déjà, la première chose, allez discuter avec lui, allez comprendre c'est quoi la réalité de son métier, puis vous allez dire qu'en fait, bah, vous n'avez pas du tout envie de faire ça, c'est beaucoup moins cool que ce que vous aviez imaginé, ou c'est pas du tout. Et en ayant cette approche désintéressée, bah, en fait, ça vous donne dans une position où en fait, vous ne serez pas demandeur. C'est que s'ils voient un répondant et un intérêt chez vous, bah, c'est eux qui vont proposer, et donc du coup, vous inversez la relation, et elle est beaucoup plus saine et bienveillante. Et le réseau agro est très très fort pour ça. Moi, j'ai la chance d'avoir deux réseaux, celui de l'agro et celui de l'ESSEC. Et le réseau agro est très très bienveillant, beaucoup plus que celui de l'ESSEC. Il y a vraiment moins ce côté intéressé. Et c'est ça enfin voilà, c'est la force de notre réseau, et utilisez-le, quoi. Ouais, bah, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, de développer le réseau. Et du coup, Raquel, tu veux aussi donner ton mot de la fin? Oui, bah, je rejoins tout à fait ce qu'ont dit Anne-Cécile et Pierre-Louis. Pour le réseau, n'hésitez pas à appeler les personnes que c'est bête à dire, des personnes que vous ne connaissez pas. Là, je vois encore, je suis tombée sur une chercheuse là, qui se met dans l'agriculture, et elle craint d'appeler des personnes qu'elle ne connaît pas. Et c'est un énorme blocage. Donc, voilà, il faut arriver à lâcher ce blocage, aimer parler, et aimer écrire, aimer être touche à tout, être curieux effectivement sur le contenu des sujets et dans le rapport aux personnes dans le monde professionnel. Je ne voyais plus. Et aussi, n'hésitez pas à être indépendant, à vous lancer, voilà, à vous lancer en... Alors, il ne faut pas forcément avoir peur aussi des petits contrats, de la précarité, des petits morceaux de touche à tout. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup fonctionné comme ça. Et en ayant en même temps une ligne directrice, c'est-à-dire qu'effectivement, comme le dit Pierre-Louis, on n'arrive pas en disant tiens, j'aimerais bien avoir du travail dans. C'est bien, tiens, je m'intéresse à ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, je me dis que ça peut vous intéresser, ou est-ce que c'est en lien avec votre travail? Le premier job de journaliste que j'ai eu, j'y connaissais rien, j'avais pas encore fait l'école de journalisme, et je voulais voilà, en faire en parallèle. J'avais contacté tous les magazines agricoles qui existaient en disant voilà, je veux faire des trucs en relation entre l'agriculture et l'environnement, je sors d'agro. C'est vraiment ces liens, le développement durable. Moi, à l'époque, c'était il y a plus de 20 ans. Voilà, ça a commencé à être pas encore, enfin, c'était pas encore très connu, quoi. Donc, c'était un peu le début. Donc, moi, voilà, je veux faire ça. Et j'ai même appelé les magazines de chambre d'agriculture, enfin, n'importe quoi. Et en fait, ceux qui m'ont répondu, c'est les jeunes agriculteurs, parce qu'il se trouve qu'ils changeaient de formule à ce moment-là. Ils ont créé une rubrique en lien avec ma proposition, quand même, alors que j'étais pas journaliste et tout ça. Donc du coup, ça a super bien fonctionné. J'avais trouvé une petite note interne de la réunion en disant voilà, une jeune agro qui voudrait nanana, faire l'environnement pour essayer par rapport à, voilà. Et donc voilà, je rejoins tout à fait Pierre-Louis sur ça. Et puis aussi aimer les gens. On parlait du public, mais vraiment c'est important d'aimer les gens, de se mettre entre guillemets à leur niveau, quel que soit le type de choses, c'est-à-dire que à la fois pour s'y intéresser, pour être empathique, se mettre à leur place, et c'est comme ça qu'on pourra essayer d'adopter un peu ces codes pour mieux lui parler au sens large, parce que parler c'est aussi au niveau graphique, au niveau visuel, etc., avec son vocabulaire, avec son niveau de langage, avec les lieux, les personnalités familières, les exemples avec les sujets de préoccupation majeure, le style graphique, enfin, tout, voilà, se mettre à la place des gens et les aimer et pas les prendre de haut. J'avais une stagiaire qui n'était pas agro, ça se voyait, en journalisme, qui est arrivée en petite robe moulante noire et en talons aiguilles pour aller interviewer, je crois que c'était des joueurs de boules, de pétanque. Donc j'ai un peu rigolé, quoi, parce qu'il ne s'agit pas d'être pareil que les autres.
mais quand même d'être dans le. C'est comme quand on voyage, en fait, dans la communication. Il faut à la fois savoir rester soi-même et en même temps aimer être empathique et s'adapter au maximum. Voilà. Ouais, c'est clair. Bah, merci beaucoup. Du coup, Et ouais, Léo, Pierre, tu veux y aller je rajoute juste une rapidement. Ouais. chose sur le réseau. Je finis là-dessus. Ouais. Pour dire à quel point le réseau agro est incroyable, c'est que à la fois ça peut être très pro, ça peut être comme moi avec mon parrain, enfin une relation qui dure plusieurs années, et ça peut même être totalement perso. Quand je suis parti sur mon premier Tour de France, sur mon année sabbatique, euh, en fait, je dormais que chez des agros. Je prenais l'annuaire. Et j'allais de ville en ville, et j'ai dormi chez 35 ou 36 agros différents. Je suis encore en contact avec certains d'entre eux. Et quand je suis parti, j'avais très peur de ne pas savoir où dormir. Je prenais l'annuaire, j'envoyais des SMS, j'avais fait un SMS type, et souvent je prenais une dizaine. Et avant d'avoir fini d'envoyer les 10 SMS, j'avais déjà trouvé où dormir le soir ou la semaine d'après. Et c'est en ça que le réseau est incroyable. Et vous avez un lien, mais avec des agros qui avaient 80 ans, d'autres qui étaient deux promos au-dessus de moi. Le lien, il est incroyable entre les agros. C'est pas qu'une école, c'est vraiment une grande famille et il y a beaucoup de bienveillance. Voilà, c'est pour dire ça, on peut s'en servir enfin, si vous voulez faire des vacances un peu drôles, prenez l'annuaire et allez dormir chez les gens, vous verrez, ça, ça marche plutôt bien. Ok, oui, bah, c'est sûr, il faut essayer. Mais c'est sûr qu'avec l'annuaire, on peut faire vraiment plein de trucs. On peut Ouais. trouver plein de contacts. Ouais, Raquel? Et pareil, aussi un autre BioViva qui fait je sais pas si vous les avez contactés, qui fait des jeux Non. écologiques qui est basé à Montpellier. À l'époque, j'ai bossé avec eux, mais en étant à Lille. Et c'est aussi des anciens agros, Ok. les jobs. Donc oui, ça fonctionne. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, du coup, bah, merci beaucoup à tous. Et, c'était vraiment très intéressant. Je pense, bah, les participants, vous nous direz si vous avez apprécié, mais en tout cas, nous, on a vraiment bien aimé vous recevoir et organiser cette soirée. Et du coup, bah, peut-être qu'on pourra vous revoir une prochaine fois en présentiel ou pas, mais ou directement au muséum si on va à Toulouse. Et du coup, bah, merci beaucoup. Et aussi, on a enregistré la session, donc si vous voulez la revoir, bah, vous pourrez la revoir sur notre chaîne YouTube, du coup, AgroParisTech Academy.